Bonsoir à tous. Je commence par remercier Pascal Poumard, hein, qui est à l'origine de cette conférence de ce soir, de cette réunion de ce soir, et puis qui a aussi centralisé beaucoup d'informations, notamment les autorisations d'enregistrement vidéo. Donc merci à elle. Et puis Philippe Prédigé, qui est en haut à gauche sur mon écran, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous, qui s'est occupé de l'aspect technique et continue d'ailleurs de s'occuper de l'aspect technique de la réunion sur Zoom de ce soir. Voilà, donc cette réunion, elle fait, cette discussion, on l'appelle comme on veut, fait suite à la conférence d'il y a 2 mois, quasiment jour pour jour, qui était sur le thème de la naissance, à l'occasion de la sortie du premier numéro de la revue APO. Là, on peut reprendre ce thème de la naissance, mais on peut aussi l'élargir, hein, si vous souhaitez, sur des questions plus générales sur l'analyse psycho-organique. Ça peut être l'occasion d'ouvrir sur d'autres thèmes, plus ou moins en relation avec la naissance. Mais la naissance, c'est un thème très, très commun, d'une certaine façon, au travail en psychothérapie, hein, parce qu'on est vraiment dans la naissance du sujet, dans la naissance de la personne, dans la naissance de parties de soi-même qui sont enfouis, inhibés, enquistés, dissimulés. Et donc, ce sont aussi ces parties-là qu'on cherche à mettre au jour. Donc, ce thème de la naissance est complètement lié à notre travail thérapeutique, au travail de thérapeute et au travail psychothérapique de façon générale. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y, en ouvrant votre micro du coup. Comment identifie-t-on une problématique liée à la naissance chez un patient? Là, c'est très difficile de répondre à ça. Je ne sais même pas si c'est possible de faire ça parce que si on parle de la naissance euh, organique, physique du bébé, ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé au moment de la naissance peut donner toutes sortes de symptômes différents. Donc, à partir du moment où il y a des expressions très différentes de cette difficulté, c'est quand même difficile de... Souvent, les grandes lignes de ça, c'est souvent les choses qui ont trait à l'inhibition, peuvent être liées à des naissances difficiles parce que la- une des difficultés de la naissance, c'est les effets contradictoires. Les accidents autour de la naissance, c'est souvent des placentas prévia, c'est-à-dire un placenta qui bouche l'accès au vagin et à la sortie pour le fœtus, ou la circulaire du cordon, donc le cordon qui est enroulé autour du cou. Et donc le bébé veut sortir et en même temps, il est empêché physiquement de le faire. Donc là, évidemment, il y a une situation qui est très, très difficile parce qu'il a son élan à lui de l'être, il a son impulse, il a son désir de naître, désir entre guillemets, hein, parce que tout ça est complètement inconscient, tout ça est complètement organique. Donc un désir inconscient quand même de naître et il est empêché, voilà. Donc ça peut être un schéma de l'inhibition, c'est-à-dire que j'ai le désir de faire quelque chose, mais je suis confronté à vraiment un empêchement qui m'empêche, qui m'empêche d'aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Ce que je vois dans les stages de naissance, c'est ce qui est verbalisé par les personnes, donc le lien que les thérapisants font entre leur problématique de vie et une possible origine autour de la naissance, c'est beaucoup, mais il ne faut pas systématiser jamais dans notre métier, hein. Il n'y a que des cas particuliers et qu'il n'y a que des cas spécifiques. Donc, il faut toujours dire ça quand on parle de choses en psychothérapie, de mon point de vue. Il faut dire qu'on dit des choses, on émet des hypothèses, mais que c'est toujours relatif. Ça peut être valable pour une personne et puis pas valable du tout pour une autre. Donc, mais ce qui vient souvent, c'est évidemment la problématique de la césarienne, hein. C'est-à-dire que un enfant né par césarienne, la plupart du temps, ne décide pas, enfin pas toujours, mais ne décide pas du moment de sa naissance.
il peut le faire parce que c'est une naissance qui se passe mal, donc c'est lui qui a quand même décidé, mais beaucoup de césariennes maintenant sont programmées, donc l'enfant ne décide pas de sa naissance, n'est pas mis dans la position parce qu'on sait hein, depuis peu, je le dis souvent, mais on sait depuis peu que c'est le fœtus qui décide du moment de sa naissance, c'est lui qui émet une hormone, qui rencontre une hormone de sa maman, qui rencontre encore une troisième hormone et qui déclenche la contraction. Mais le signal de départ, c'est le fœtus qui le donne. Donc toute cette partie-là, en quelque sorte, hein, de la vie déjà de la personne, même si c'est à une époque très, très première, toute cette partie-là ne fleurit pas, en quelque sorte, n'aboutit pas. Et voilà. Quand le bébé, la césarienne a lieu parce qu'il y a une difficulté, ce que disent les personnes confrontées à ça, parfois, c'est que face à une difficulté, elles attendent un acte miraculeux, magique de l'extérieur qui viendrait résoudre le problème. C'est logique, hein. Si je suis confronté comme fœtus à cette difficulté-là, puis que tout d'un coup, il y a une grande main comme ça, magique, qui vient de l'extérieur et qui résout le problème, qui me sort, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement marquant dans la vie. Et on peut, encore une fois, mais ce n'est pas systématique, mais on peut avoir en soi vraiment enquisté cette expérience-là de ce qu'en grande difficulté, on attend une aide extérieure qui va se produire dans la croyance, qui ne se produit pas toujours, évidemment. Donc voilà, donc, ce sont des signes comme ça, mais c'est difficile d'en dire plus, en fait, parce que encore une fois, c'est une symptomatologie qui peut être très variable. Et donc, on a toutes les chances de se tromper, en fait, de sortir une sémiologie de ce qui pourrait être les caractéristiques des difficultés du moment de la naissance. Merci. C'est sûr que dans les stages de processus de naissance, ça, c'est une demande fréquente, hein, d'avoir qu'on laisse le temps aux personnes. Ça, les personnes le demandent fréquemment. Qu'il n'y ait justement pas de pression, qu'il n'y ait rien qui vienne dire ou imposer une temporalité qui leur est propre. Ça, c'est une demande très fréquente, qu'on me laisse le temps dans la matrice qu'il me faut et que je décide, moi, de sortir, qu'on ait la patience, en quelque sorte, d'attendre que moi, je décide de sortir. Ça, c'est une demande très fréquente. Et c'est assez marrant parce que les personnes, concrètement, dans le processus, en tout cas en APO, n'abusent de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'est jamais amené à se dire à l'extérieur, bon, quand est-ce que cette personne va. Il y a quelque chose il y a une temporalité naturelle, en quelque sorte. Et les gens, dans le cadre du processus en APO, déclenchent leur naissance. Voilà. Mais c'est important, clairement, de leur laisser leur complète liberté, en fait. Hein, leur laisser la complète liberté de décider de ça. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de thérapeutique. D'emblée, de faire confiance au sujet, de lui laisser l'initiative de ses propres actions, de ses propres comportements. Ne serait-ce que ce moment-là, dans le stage de processus de naissance, c'est quelque chose de profondément thérapeutique, je pense. Hein. Et c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est qu'on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de protocole, on n'a pas de vision catégorique de ceci, de cela. Je pense qu'il faut vraiment s'empêcher d'avoir ça. Parce que c'est à partir du moment où on ne sait pas, où on est dans le doute, on est dans le questionnement, c'est à partir de ce moment-là qu'on est dans une disponibilité d'accueillir ce qui vient de la personne, son originalité, son discours propre. Et c'est ça qui compte, c'est d'entendre ce que cet enfant, si c'est du côté de l'enfant ou de la maman ou du papa, on va dire de spécifique et des liens avec leur propre histoire. C'est là qu'est l'acte thérapeutique. C'est pas d'avoir des idées préconçues, en fait, des effets de ce que peuvent avoir des choses, parce que si on a ces idées préconçues en tête, on fonctionne d'une certaine façon, on instaure un certain type de relation avec le thérapisant, et ça, alors justement, presque, il faut savoir des choses, mais il faut aussi savoir être dans une grande position de naïveté et d'écoute naïve, en fait, et c'est là que les choses arrivent, c'est là qu'on sent les spécificités
de la situation propre, et c'est ça qui nous intéresse, ce sont les spécificités, pas les généralités. C'est pour ça, je trouve que c'est difficile d'interpréter, hein, quand on voit un comportement, de dire, ben moi, ça me fait penser à ci ou ça, c'est une interprétation, ça. Hein. C'est-à-dire que soi-même, on attribue un sens à quelque chose. Euh, donc, des fois, il faut interpréter. Quand on sent que la personne est tout près de le faire, ou quelque chose l'en empêche. Mais souvent, c'est quand même vraiment très bien de ne pas interpréter du tout et de laisser l'espace de la découverte du sens au thérapeute. C'est à lui d'être dans cet espace-là, de faire les ponts, de faire les liens, de trouver le sens de ce qui lui arrive. Et on a souvent une vision, notamment de la psychanalyse, hein, comme quelque chose d'interprétatif. Alors nous, on tient de la psychanalyse, mais sur ce versant de l'interprétation, je trouve qu'il faut vraiment être extrêmement prudent. Et même sur des choses qui semblent claires, simples, évidentes, on peut vraiment se tromper parfois lourdement. Et là encore aussi, l'intérêt, c'est justement de laisser advenir les associations, le sens, les liens, les ponts pour le thérapeute et pas nous d'anticiper. Des fois, c'est dur, hein, parce que la personne cherche un mot, par exemple. Nous, on a le mot depuis un quart d'heure, mais on attend que le mot arrive, parce que c'est à elle de dire le mot, de trouver le mot qui justement échappe. Et s'il échappe, c'est qu'il y a une raison. Et le mot qui cherche à venir, il fait son chemin, et en faisant ce chemin, il crée quelque chose, il crée des liens, il crée des liens chez la personne. Et c'est bien de le laisser faire ce chemin-là, à ce mot-là. Je pense que tu sais, tout notre intérêt, notre curiosité pour la chose psy, c'est des liens qu'on cherche à faire nous-mêmes. Hein, pas toujours en le sachant, mais on cherche à trouver à faire des liens et avoir de la compréhension, en fait, par rapport à sa propre histoire. Tout l'intérêt qu'on a à lire tous ces bouquins et à se goberger de cette théorie, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui cherche à comprendre, qui cherche à faire du sens et qui cherche à... Et c'est aussi, je pense, le succès de cette littérature, d'une certaine façon. Hein. C'est qu'au fil des pages, les gens peuvent faire des ponts avec leur histoire et trouver du sens et de la subjectivation. Là, pour le coup, il y a une question sur la subjectivation, c'est-à-dire quelque chose qui te fait naître plus comme sujet de toi-même, parce que tu as trouvé un sens à quelque chose pour toi. Mais ce qui est important, c'est que c'est toi qui le trouves. Tu vois, c'est que dans tous ces trésors des interprétations possibles qu'offre la psychologie, c'est la personne qui trouve son propre trésor, son propre objet dans cette caverne d'Ali Baba des sens et des interprétations possibles. Oui. Oui, Marc, justement, est-ce que tu pourrais redonner une définition de la subjectivation et puis comment on peut parler de subjectivation au moment de la naissance? Okay. Alors, pour moi, la subjectivation, c'est tout ce qui amène une personne à se sentir sujet. Hein. Donc ça, c'est un thème immense. C'est tout le travail du développement de l'enfant. Voilà, quand l'enfant naît, il n'est personne d'une certaine façon. Hein. Il a plein de capacités, parfois extraordinaires, comme on est parfait. Le bébé qui naît, il est parfaitement outillé de façon extrêmement subtile pour faire face à la vie, mais en même temps, il est quelque chose, on pourrait dire presque, même s'il y a il a déjà entendu des sons, même s'il y a un début de subjectivation intra-utérine, comme dit Bernard Gols, mais c'est quand même le bain culturel, le bain langagier, le bain affectif dans lequel il arrive qui va le faire advenir comme personne et comme sujet. On n'est pas le même maintenant qu'il y a 3 siècles, on n'est pas le même selon le pays où on arrive, on n'est pas le même selon les parents qu'on a, on n'est pas le... Voilà. Donc, naître comme sujet, c'est le résultat de tout un processus, en fait. Hein, c'est un bébé qui, après sa naissance, c'est un bébé, du coup, après sa naissance, il n'est pas
il n'est pas tellement dans un schéma de développement. Si on laisse un des bébés se développer tout seul, il ne se développe pas en fait, hein. On sait que si un bébé, on le laisse tout seul, il meurt parce qu'il est, voilà, il y a plein de situations qui l'ont montré, notamment toutes les expériences de Frédéric II, là, que je raconte souvent, hein, de ce qu'il a pris 106, je crois, nourrissons. Et son projet à ce monsieur, c'était de connaître la langue parlée par Dieu. Est-ce que c'était le latin ou est-ce que c'était le grec? Et donc, il avait donné ordre à ce que personne ne parle à ses enfants, à ses nourrissons. Qu'on les nourrisse, qu'on en prenne soin, mais qu'on ne le parle pas. Et tous sont morts assez rapidement. Donc, l'enfant n'est pas dans un développement, l'enfant est dans des naissances successives. Naissance au langage, naissance à la culture, il est à naissance à la nomination, naissance surtout à la relation et à l'accordage à l'autre. Donc il faut tous ces événements en fait pour qu'on arrive, pour construire quelqu'un, pour construire un sujet. Donc la subjectivation pour moi c'est ça, ce sont tous ces éléments extrêmement nombreux et puis qu'on ne connaît pas tous maintenant, qui permettent à une personne de devenir sujet. Alors parmi ça, il y a bien sûr l'accordage de la maman, il y a le fait que ce bébé soit nommé, qu'on le prenne dans les bras, qu'on s'occupe de lui, qui est cet accordage de la mère, c'est-à-dire le fait qu'elle sente ce dont il a besoin et qu'elle verbalise ce besoin, qu'elle satisfasse le besoin, mais qu'elle l'entoure aussi d'un bain langagier. Voilà, tout ça, ce sont des éléments de subjectivation. Et notre travail, souvent, c'est quand même, sans que ce soit comme ça évident, parce qu'on a affaire à des adultes, mais c'est quand même souvent des reprises de moments de subjectivation qui se sont mal passés ou qui n'ont pas eu lieu. Hein, ce qui se passe dans le transfert, c'est-à-dire dans la relation affective qu'on a avec les thérapisants, c'est des réparations, éventuellement de moments d'accordage, éventuellement de nomination, de prendre soin, de reconnaissance de la personne. Voilà. Donc la subjectivation, c'est tout ça, ça passe par plein de choses différentes. Alors ce qui peut être un peu spécifique peut-être à l'APO, c'est que Dolto a montré qu'un des points forts de la naissance du sujet, c'est ce qu'elle appelle l'image inconsciente du corps. Donc l'image inconsciente du corps, le terme est un peu bizarrement choisi parce que ce n'est pas du tout une image en fait, c'est l'ensemble des sensations qu'un bébé reçoit de son corps. Dolto met l'accent sur l'aspect organique, hein, l'aspect du vécu organique comme étant une base de constitution de la personne. Il y a d'autres choses, hein, le langage, l'accordage, justement, la réaction de l'objet, tout ça, ce sont aussi des choses qui interviennent dans le fait que le bébé se rend compte qu'il n'est pas en fusion avec le monde extérieur, notamment avec les personnes du monde extérieur, tout particulièrement le caregiver, comme on dit, qui peut être la maman ou le substitut de la maman, mais qu'il est une personne séparée de l'univers, séparée des autres. Et cet ensemble de sensations corporelles participe à ça. Et donc, je pense que nous, le travail qu'on accorde au corps, à la sensation corporelle, tout ce qui émane du corps, la sensation corporelle, mais aussi l'émotion, le sentiment, comment dire, font le lien, font un maillage avec cette première façon de se constituer comme sujet. Il y a quelque chose de spécifique. D'ailleurs, quand quelqu'un a une crise d'angoisse ou quelqu'un se dissocie ou décompense, on revient au corps. Hein. On revient au corps. C'est sens bien ton corps, sens bien les appuis de ton corps, sens bien tes sensations, c'est la première, la chose la plus efficace de quelqu'un qui se dissocie, par exemple, c'est de le ramener à ses sensations corporelles et à l'attention à ses sensations corporelles. On peut lui lancer un ballon, par exemple, et l'obliger à être dans la réception du ballon, ce qui le ramène dans son corps, ce qui le ramène dans ses sensations corporelles. C'est ce qui est le plus rapide le plus efficace. Donc, on voit bien comment le rapport, le retour à la sensation corporelle est ce qui fait quelqu'un se sentir lui-même, d'une certaine façon, et ne plus se perdre dans l'autre ou emporté par sa propre angoisse. Donc là, on a, nous, comme analystes psychorganiques, on a quelque chose
spécifique. C'est ce qui fait d'ailleurs souvent que les gens viennent nous voir. Hein. Moi, beaucoup de gens que je reçois, puis aussi certainement vous, c'est la même chose, qui viennent nous voir souvent après des psychanalyses, souvent très longues. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est justement ce rapport au corps de façon générale, et à toutes ces sensations, à tout ce qui émane du corps, qu'ils n'ont pas vécu dans leur précédente thérapie. Et là, il y a en effet un support de subjectivation que nous, on est capable d'utiliser et qui est très intéressant, je pense, et efficace d'un point de vue thérapeutique. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Pascal. Ok, super. Oui. Ah, tu n'as pas ton micro. Tu n'as pas ton micro. Voilà. Voilà. Bonsoir. Je vais oser poser ma question, donc Fatima, deuxième année, à Lille. Oui. Justement, ma question, c'est quand on accompagne donc un thérapisant donc, au sein du cabinet et qu'il naît à lui-même, parmi toutes les naissances qu'on peut avoir. Et donc, quand sa naissance réelle a été très difficile avec une très grosse insécurité du lien, Oui. comment, quand au sein du cabinet, euh, on va dire l'éprouvé du lien se vit bien, comment l'accompagner à sécuriser cet éprouvé hors du cabinet quand quand le thérapisant pourrait dire mais il y a quelque chose de discontinu et que à l'extérieur à nouveau des angoisses pourraient apparaître. Donc dans ce que tu as dit, est-ce que ça signifie qu'il faut faire confiance au temps du thérapisant et de ce qu'on peut organiquement, en tout cas à travers les outils portage ou autres, continuer dans le temps à patienter, enfin voilà, comment mieux les accompagner? Je dirais il y a deux choses par rapport à ça. Il y a effectivement ce qui se répare dans le transfert, se répare dans le cadre de la relation au thérapeute. Et effectivement, je pense que c'est le temps et la durée de cette relation qui permet de changer quelque chose pour la personne. C'est sûr. Attends, excuse-moi, je vais prendre une bouteille d'eau. Donc, on peut pas forcer à ce que la qualité de cette relation-là, je sais pas, s'expande à l'extérieur comme ça rapidement, etc. Il faut le temps que la réparation, en quelque sorte, se fasse à travers le transfert. Donc ça, c'est sans doute la première chose. Mais après, on peut aussi aider les personnes à trouver pour elles-mêmes ce qui, à l'extérieur, pourrait les aider à aller vers cela. Hein, voilà, peut-être changer de fréquentation ou avoir d'autres fréquentations, avoir un certain type d'activité ou cette espèce de transformation relationnelle peut se conforter dans des rencontres ou dans des activités particulières. C'est aussi possible aux personnes de trouver, évidemment. Ce n'est pas nous qui allons dire il faut faire ci, il faut faire ça, bien entendu. Mais je crois que quand on a vécu très longtemps ou longtemps dans des processus d'insécurité relationnelle, on imagine bien qu'il faut de nouveau du temps pour que le système change, s'approprie, reprenne confiance, revisite aussi peut-être autrement les expériences que la personne a eues, plus ou moins déstabilisantes. Donc, c'est pour ça que les thérapies sont longues, en fait. Hein. C'est parce que c'est l'infusion de ce changement relationnel via le transfert, et il faut du temps, quoi. Oui, Pascal. Oui, Marc. J'ai une autre question en rapport avec les 5 pas vers le réel Oui, que tu avais évoqués en mars. oui. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer de quoi il s'agit et comment c'est en lien avec le processus de naissance et de transformation? Oui. Alors, Paul Boysen, hein, donc, qui a inventé la PO, comme vous le savez, a créé le processus de naissance. Et le processus de naissance
pour lui, ce n'est pas du tout seulement la sortie, la naissance elle-même, la sortie de l'utérus, c'est conçu depuis le moment de la conception jusqu'au moment de l'accueil par les parents. Donc il y a 5 phases qui sont la conception, l'incarnation, le mouvement, le passage et l'accueil. Alors la conception, c'est le moment où le bébé est conçu par ses 2 parents. L'incarnation, c'est le moment où cet œuf se développe, s'incarne, prend forme, vient se nicher dans l'utérus. Le mouvement, c'est le moment du développement de cet œuf, de cet enfant, hein, une vitesse de mitose, de développement cellulaire qui est extrêmement importante. Ensuite, il y a le passage, la naissance, le passage par le vagin, la naissance au monde extérieur, et puis l'accueil par ce monde extérieur, voilà, qui peut être plus ou moins, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, les difficultés de la naissance, la néonate, etc. Puis parfois aussi un accueil qui peut être super bien, super bon. Donc, ces 5 phases de la naissance, Paul Boysen les a conçues, et je pense que c'est juste, comme étant une sorte de modèle de ce qu'on crée, de ce qu'on fait, de ce qu'on met au jour. Donc, les 5 pas vers le réel, c'est un expérientiel, où, dans un but de réalisation, à trouver son appartement, par exemple. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça, ça avait marché super bien. Des recherches inhibées pendant longtemps, des années quasiment, et puis après, 5 pas de voir le réel, ça s'est fait tout seul. Donc, j'ai un but, par exemple, acheter un appartement, et j'applique Alors, il y a une façon de faire, tout un protocole où justement j'avance d'un pas vers mon but, je précise bien mon but, je l'inscris, je l'écris, je le mets devant moi sur un mur, par exemple. Et chaque fois que je sens que j'avance vers ce but, ben, je fais un pas. Donc c'est pour ça que les 5 pas, donc les 5 phases vers le réel, vers la réalisation réelle, concrète de quelque chose. Donc d'abord la conception, c'est-à-dire que me vient l'idée que ce serait quand même bien que j'ai mon appartement. L'incarnation, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça peut être, comment je peux de quoi j'ai envie comme style d'appartement, où, voilà, le mouvement, la recherche, l'action, la multiplication de ce que je veux faire, voilà. Le passage, le moment où je vais me décider, on retrouve aussi le CPO, hein, bien entendu là-dedans, hein, le moment où je vais me décider à signer, où je vais signer, et puis l'accueil, bah, ça y est, je rentre dans mon appartement et je suis content. Donc c'est ce schéma, je pense, est souvent juste dans la réalisation d'un projet, dans la réalisation d'un objectif. Alors, dans l'expérientiel de l'APO, c'est ça le schéma, la ligne générale. C'est agrémenté d'un certain nombre de choses. Par exemple, dans le mouvement, au moment, et même avant, d'ailleurs, quand je me décide pour quelque chose, et quand je cherche, dans l'expérientiel, il y a 2 personnes qui sont de part et d'autre de la personne qui fait les 5 pas vers le réel. Il y en a une qui soutient le désir. Mais oui, c'est super que tu veuilles ton appartement, tu es tout à fait capable de savoir ce que tu veux, où tu veux, et tu as la force de visiter, et puis il y en a une qui est du côté de l'inhibition, du côté de la difficulté, qui dit mais tu ne trouveras jamais ton appartement, de toute façon, tu hésites tellement, tu n'es pas sûr de ce que tu veux, et pourquoi tu irais habiter là, et pourquoi tu n'irais pas habiter ailleurs, et pourquoi voilà. Dans l'expérientiel lui-même, la personne a ces 2 échos de
de ces deux personnes qui figurent des parties d'elles-mêmes. Et c'est justement en écoutant ces deux personnes de part et d'autre qu'elle subjective, là aussi en quelque sorte, sa décision à elle, qu'elle voit plus clairement ce qu'elle veut, vers quoi, comment. Quand elle sent qu'elle est en contact avec quelque chose qu'elle veut vraiment, elle avance d'un pas. Elle avance d'un pas, voilà. Puis après, il y a un obstacle, on peut mettre en place des formes d'obstacles que la personne a à franchir. Ça peut être, si c'est en groupe, on peut mettre des participants au groupe qui font obstacle pour que la personne, physiquement, corporellement, comme pour une naissance aussi, prenne appui sur sa force physique, sur son existence corporelle et subjectivement corporelle pour agir et franchir le truc. Et souvent, je me suis dit que moi, j'ai constaté dans ma propre vie, avant d'atteindre quelque chose d'important, il y a souvent des obstacles qui arrivent. C'est assez rigolo. Je ne sais pas si j'ai inventé ça, parce qu'en étant sensible, en voyant ces obstacles, mais souvent, je trouve que voilà, il y a un truc, il y a toujours un truc ou plusieurs, la voiture qui tombe en panne, le métro qui avance plus, la vie s'organise pour qu'il y ait des micros obstacles pour lesquels il faut contacter son désir et sa force pour continuer à y aller et les franchir et sentir son désir de réaliser la chose en question. Voilà, c'est ça les 5 pas vers le réel. Ça peut se faire quand on fait de la thérapie de groupe, ça se fait et c'est souvent extrêmement, ça permet aux personnes de voir les choses autrement et de sentir justement corporellement leur désir ou leur absence de désir. Qu'est-ce qui inhibe, qu'est-ce qui empêche. Et c'est souvent un moteur efficace pour atteindre quelque chose. Ouais. Est-ce que ça répond, Pascal, à ta question? Oui, tout à fait, merci beaucoup, c'est parfait. Est-ce que peut-être les unes ou l'autre, vous avez des choses à rajouter sur ce thème de 5 pas vers le réel ou de votre propre expérience? Non, moi j'avais une question, Oui. justement sur les 5 pas vers le réel. Tu le décris bien là, on peut l'imaginer bien et puis on l'a vécu, en processus de groupe, mais comment on pourrait amener ça en processus individuel? Ou quelque chose qui peut voilà, heu, Je l'ai quel fait en individuel, ça. Je l'ai fait en individuel sur ce même modèle. C'est-à-dire tu mets en place la même ligne, le même protocole, hein. Le but est affiché comme ça sur un mur. Et puis, voilà, la personne sent bien au démarrage qu'elle veut, en étant en contact avec ses sensations, etc. Et puis, tu te mets de part et d'autre de la personne. Ça se fait debout, bien entendu, hein, ça se fait debout dans l'espace dans l'espace du cabinet. Et tu te mets de part et d'autre de la personne et alternativement, tu fais le soutien et tu fais l'inhibition. Et puis, le cas échéant aussi, moi, c'est ce que j'avais fait, c'était avec un monsieur, tu fais aussi l'obstacle, toi, corporellement, physiquement, tu vois. Et alors, quelque chose de symbolique, évidemment, hein, il ne s'agit pas d'empêcher ou de mettre toute sa force, mais quand même d'offrir une résistance. Et la personne atteint le but. Tu fais la même chose en étant le groupe à toi tout seul comme thérapeute et en utilisant aussi l'espace, hein. C'est important qu'il y ait une sensation de progression dans l'espace, hein, qui est évidemment une façon symbolique de mettre en place une progression vers quelque chose, quoi. Oui, vas-y, je t'en prie. Fatima, moi? Oui, oui. Alors j'ai une question, mais je quitte concernant le résiduel et le conséquentiel. Oui. Donc quand un thérapisant va parler d'une situation, il exprime son résiduel, ses sensations, et ensuite que je lui demande de quoi elle aurait besoin, et donc et que cette personne verbalise de quoi elle aurait besoin, mais parfois je pourrais avoir l'impression que voilà, c'est pas suffisant de le verbaliser, de le dire,
pour que ça puisse être transformé, comment l'accompagner pour que cette verbalisation puisse être plus vécue depuis le corps pour que ça ait, de mon point de vue, un réel impact transformationnel. Je pense qu'il faut mettre du corps, en effet, comme tu l'as dit toi-même, hein. Je pense que... Ouais. hein, Donc inviter la personne, c'est-à-dire à répéter à nouveau, mais à la répéter en trouvant un mouvement, enfin son mouvement, ou à la rappeler à ses sensations, ouais, comme... c'est ça. Pareil, tout ça, tout ce que tu dis là. Mais en effet, comment c'est en quelque sorte, c'est notre langage à nous, ça, hein, mais comment c'est dans ton corps quand tu es en contact avec ça? D'accord. Où est-ce que c'est? Où est-ce que tu le sens? Après, tu peux symboliser, et selon l'objet de ce conséquentiel, tu peux le symboliser. Est-ce que ce conséquentiel peut être symbolisé par quelque chose? Mmh. Est-ce que cette chose, tu peux la mettre dans ton corps quelque part? Est-ce que tu as envie de la mettre quelque part dans ton corps? Donc ça peut être un symbole, ça peut être une couleur, ça peut être une sensation, une chaleur, donc et puis cette sensation, ce symbole, la personne peut le contacter après la séance. D'accord. On peut revenir à cette sensation corporelle ou à ce symbole, tout ça ensemble. Contacter pendant la séance, elle peut revenir ensuite et l'associer aux images de ce conséquentiel, éventuellement au son de ce conséquentiel, éventuellement aux paroles autour de ce conséquentiel. Tu vois. OK. Mais le mouvement premier, je pense, le plus important, c'est que dans le transfert, c'est-à-dire que toi, comme thérapeute, dans le transfert, tu accordes de l'importance à ce conséquentiel et tu le, tu le fais s'épandre dans la personne, tu vois. Est-ce qu'il y a une émotion associée à ce que vous me dites là? Est-ce qu'il y a une sensation particulière? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a une couleur? Ça dépend de la capacité de là où est la personne dans sa régression et de symbolisation, mais ça peut être simplement une couleur, hein. Ça peut être ou une image, ou un animal, quelque chose qui le symbolise, avec quoi elle peut être en contact, où il y a de toute façon obligatoirement du corps, hein, de la D'accord. sensation, de l'émotion, du sentiment. OK. Merci. Oui, Marc, moi je Oui, me demandais très concrètement, à partir de quel stade dans la thérapie on commence à imaginer, quand on a identifié que des problématiques autour de la naissance sont là, oui. euh, on commence à recommander le processus naissance dans un de vos stages. Ce serait à partir de quel stade et comment on l'amène? Ouais, je voudrais pas toujours dire que ça dépend, mais c'est quand même ça malgré tout, hein. C'est-à-dire que quand, euh, quand on sent que ce thème est très présent, quoi, ou pas, ou peut-être pas très présent, simplement présent, quand on sent que ce thème est présent, que la personne fait des références, fait des liens, ou que pour soi-même, comme thérapeute, ça semble évident qu'on fait des liens. Alors là, je me contredis un peu dans ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport aux a priori à l'interprétation, mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec ça, qui se répète là, et que c'est une hypothèse qu'on peut avoir, ben on peut en parler, on en parle à la personne. Donc, est-ce qu'il y a des signes spécifiques? Ben, les signes que je vois, c'est que, c'est que le thérapisant tourne autour de ce thème de la naissance d'une façon ou d'une autre et évoque les difficultés de toute première, quoi, relationnelles, au moment de la mésentente des parents, par exemple, au moment quand il était fœtus, ou des événements particuliers, un décès, au moment quand il était fœtus, ou peu après sa naissance, ou voilà, tout ce qui peut rompre l'harmonie, en quelque sorte, de cette période-là, et la tranquillité nécessaire de cette période-là. Donc, quand on sent qu'il y a ce thème-là, on peut le proposer parce que les gens ne savent pas tous, évidemment, qu'il y a cette possibilité réparatrice du stage de naissance. Donc, ça vient de nous, hein, bien entendu. Et voilà, quand soi-même, on se dit, mais ouais, c'est sûr que ça lui ferait du bien, on en parle. Alors, pas au début de thérapie, c'est sûr, parce que ça, faut pas que ce soit, on ait le sentiment qu'il y ait cette espèce d'outil un peu particulier, un peu ouais, spécial quand même qui intervient mais une fois qu'on connaît bien la personne et que la personne peut aussi nous faire confiance sur le fait qu'on l'oriente vers quelque chose comme ça.
Je ne sais pas si ça répond, Pascal, peut-être pas. Qu'est-ce que tu... Si, ça répond, bien sûr. Oui, quand on sent que le thème est très présent, récurrent, pas au début de la thérapie, oui, mais comment est-ce qu'on a... Ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on avance l'idée du groupe et l'idée d'aller dans un... avec des thérapeutes qui ne connaissent pas. Et... Enfin bon, ça doit se faire naturellement, je suppose. Oui, je pense que tu le dis, hein, que c'est quelque chose qui se fait en groupe. Moi, ce que je dis, c'est que c'est quelque chose qui se fait en groupe et que c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Donc ça rassure les gens, hein, de savoir que c'est un protocole, là, pour le coup, quasiment, hein, thérapeutique, qui est très... on connaît bien, qui est protocolarisé, hein, donc on ne va pas à l'aveuglette, que c'est quelque chose qui est très... qui a été expérimenté pendant de très nombreuses années. Et donc là, les gens sont amenés à te faire confiance par rapport à ça, que ça se fait en groupe, parce que c'est en groupe que ça peut se faire le mieux. Et puis sur les thérapeutes qui ne connaissent pas, ben, tu peux en dire quelque chose sur ce thérapeute. Ils peuvent aussi se renseigner sur les thérapeutes, hein. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo avec Florence, hein, pour que les gens puissent sentir un peu qui on est et ce qu'on fait. Donc les gens peuvent aussi se renseigner auprès des thérapeutes, quels qu'ils soient, pour voir s'ils se sentent de travailler avec ces personnes-là. Voilà. Moi, je vois que les gens qui viennent, alors évidemment, je connais pas ceux à qui les thérapeutes ont proposé et ne sont pas venus. Mais le lien, quand on parle des gens qui font ça, ce qu'on en dit, la façon dont on le dit, les gens sentent la confiance qu'ils peuvent avoir dans le lien entre leur propre thérapeute et puis ces deux thérapeutes connus de leur thérapeute. J'enverrai pas vers des gens que je connais pas du tout, ça, je le ferai pas. Mais parce que je pense que c'est le fait qu'il y ait un lien dans tout ça et des liens de personne à personne, ça a de l'importance, évidemment. Oui, alors là, il y a plusieurs. Peut-être Yuna était en premier et puis après Juliette. Est-ce qu'on peut envoyer des patients très jeunes sur un stage naissance? Très jeunes, c'est-à-dire ados ou 18-19 ans? Moi, je pense que oui. Je ne saurais pas dire la personne la plus jeune que c'était peut-être quand même quelqu'un de 20-21. Mais si la personne est d'accord, je pense que oui, il n'y a pas de... Un enfant, non, bien sûr, hein, mais à partir effectivement, de l'adolescence, 15-16 ans, peut-être même 14, ça me semble tout à fait possible, oui. Oui, Juliette, tu avais levé la main. Oui, merci. Ça fait presque suite à la question de Yuna. Moi, il se trouve que je travaille actuellement en milieu scolaire avec des tout jeunes enfants et je me posais la question parce que je suis face à des enfants qui ont des très gros troubles du comportement et souvent avec des contextes familiaux très compliqués. Et en fait, je me posais la question, à partir de quel âge, en fait, on peut faire travailler, heu sur sa propre naissance. C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, je pense à un enfant de 5 ans. Alors je ne sais pas si sa naissance a été compliquée, hem, mais dans le contexte dans lequel il vit est très compliqué depuis sa naissance et donc voilà, je me posais la question si, déjà tout petit, n'ayant pas, vécu des choses et assimilé des choses, est-ce qu'on peut déjà le travailler ou en fait il faut plutôt attendre que le temps passe et finalement être un oignon, d'un certain âge et passer en thérapie et enlever les couches comme on fait, en thérapie? Non, moi, je crois qu'on peut le faire très jeune. Alors, je ne l'ai pas fait personnellement, mais en supervision, il y a un thérapeute qui m'a raconté cette scène-là, de ce que, avec ses deux parents, le thème de la naissance de cet enfant, alors je ne saurais plus très bien dire quel âge, mais c'était autour de 5-6 ans, je pense, hein. Le thème de la naissance, des difficultés au moment de la naissance de leur enfant était là. Et il a remarqué qu'à ce moment-là, le petit s'est mis, alors je ne sais plus si c'est une histoire de coussin, de canapé, de machin, c'était mis dans un cocon, en fait, c'était mis dans un cocon utérin pendant que ses parents parlaient de la grossesse de la maman de cet enfant-là, etc.
Et le thérapeute a saisi l'occasion de dire et puis il commençait à sortir, mettre un peu la tête comme ça en dehors des coussins, le gamin et le thérapeute a saisi et ça, c'est vraiment ce qu'on fait en APO, hein, c'est saisir la situation. On n'arrête pas de dire que l'inconscient est situationnel et etc. Et bien, justement, une des conséquences de ce que l'inconscient est situationnel, c'est qu'on saisit la situation et il a mis en place quelque chose de l'ordre du processus de naissance avec cet enfant-là à ce moment-là. Il a verbalisé, il a dit: «Ah mais voilà», alors je me rappelle plus son prénom, mais voilà que, je sais pas, enfin, Paul par exemple, il est: «Ah mais il est comme s'il était dans votre ventre madame, dans ce canapé-là avec ses coussins. Regardez-le, le petit bébé que c'est. Ah et puis il bouge» et puis ça a été progressif. Il dit: «Ah mais on dirait qu'il a envie de sortir de ce mais c'est comme s'il sortait de votre ventre», donc il a fait une résistance. Il a fait une résistance avec des coussins ou quelque chose aussi, pour symboliser le passage et les parents ont joué le jeu. Les parents ont compris tout de suite de quoi il était question. Ils se sont mis dans la situation, ils ont joué le jeu, puis ils ont dit: «Ah mais oui, mais c'est notre bébé qui veut naître, qui veut sortir, regardez, il est en train de sortir», ils l'ont accueilli et cetera. Tu vois? Donc c'est un exemple de quelque chose qui a pu se faire, dans l'actualité du cabinet, de la situation et qui a été, voilà, ça a eu lieu. Il y a quelque chose de thérapeutique clairement pour l'enfant et aussi certainement pour les parents, hein, qui a pu avoir lieu, là, comme ça. Donc avec un enfant jeune. Alors il faut que ça s'y prête, hein, il faut que ça s'y prête évidemment, tu peux pas, je crois que tu peux pas, imposer quelque chose, mais en même temps, en étant attentif à cette dimension, il se peut que, même éventuellement sans le nommer d'ailleurs, mais qu'on ait des comportements, des gestes, en rapport avec la naissance d'un enfant, tu vois? Sans dire: «Ah mais là, tu es en train de naître» ou je ne sais pas quoi, mais si on est attentif et sensible à ça, il y a peut il se peut qu'il y ait des moments où on agit des choses en relation avec ce thème et ces actions spécifiques de la naissance. Ça te parle, Juliette? Ça te répond? Ouais? Ouais. Souvent quand on aborde un thème avec les enfants, les les enfants consciemment ou inconsciemment, ont des comportements avec ce thème qui est abordé pendant la séance, hein. C'est l'occasion d'aller directement vers le conséquentiel là pour le coup, hein, c'est-à-dire de réparer dans la situation de la séance, dans l'actualité de ce qui a lieu. Ça peut être très simple, hein, ça peut être, une maman qui prend un enfant dans ses bras, d'une certaine façon, en lui parlant d'une certaine façon, il y a plein de il y a plein de possibilités, on peut aussi facilement faire raconter des histoires, hein, le sur un thème où on sent que l'enfant est agité ou est habité par un thème, on raconte une histoire. Ah, c'était l'histoire d'une petite fille qui avait du mal qui était dans le ventre de sa maman et sa maman était triste pour telle et telle raison et elle sentait la tristesse de sa maman mais en même temps la maman elle aimait beaucoup cette petite fille mais ça l'empêchait pas d'être triste alors elle se disait peut-être ma petite fille sent la tristesse. Tu vois, tu racontes comme ça toute une histoire, comme une histoire d'enfant où il est question de l'histoire de l'enfant en question, sans lui donner ce nom éventuellement, mais il y a une identification immédiate de l'enfant à l'histoire et toi tu t'arranges pour verbaliser les choses, pour arranger les choses, pour expliquer souvent les choses, parce que c'est souvent ça qui fait défaut, expliquer les choses et aller vers une fin justement, pas magiquement heureuse, mais en tout cas où, on peut exprimer ce qui était là inconsciemment et que les parents les parents de cette petite fille étaient, heureux d'avoir cette petite fille. Alors, ils n'ont pas toujours su le dire parce qu'eux-mêmes, ils étaient, préoccupés avec des choses, ils avaient leurs soucis et donc ils n'arrivaient pas à s'occuper de cette petite fille comme ils auraient voulu. Mais tu vois? Des choses de ce style-là qui est conséquentiel et qui est pas non plus sans rapport avec la naissance, hein, d'une certaine façon. La naissance,
de la relation, la naissance de la personne, la naissance conséquentielle à ce qui aurait dû être. Oui, Pascal. J'accompagne 2 personnes en transition de genre Oui. et à l'écoute du mémoire de Loïc, le week-end dernier, Oui. ça m'est vraiment apparu comme une évidence, le parallèle entre, cette transition et la naissance, ou en tout cas comme un passage, parce que Oui. j'ai face à moi et d'ailleurs je suis moi aussi face à des choses, de l'ordre de l'incompréhensible et ces personnes-là manifestent, également cette angoisse et je trouve que il y a des parallèles qui paraissent, évidents, comme le fait qu'il y ait un avant, un après, Oui. une temporalité, une impossibilité de retour en arrière, un Oui. moment clé avec un changement, une Oui. sorte de renaissance, enfin tous les éléments, sont là. Et Oui. je me demandais, parce que moi, les 2 personnes sont quand même pas en thérapie depuis très longtemps. Je pense que c'est tôt pour proposer un stage naissance, mais je me disais que quand même ce processus-là, parce que ce qui est frappant dans leurs angoisses, c'est qu'il y a la situation d'aujourd'hui, il y a ce qu'ils voudraient, et puis au milieu, il y a une espèce d'énorme gouffre, Oui. une sorte de vide intersidéral qu'elles n'arrivent pas à nommer, qui va être à quoi va ressembler ce passage et comment passer d'une situation à l'autre. C'est même pas Oui. conceptualisé, je trouve. Oui. Et donc je me disais que vivre un passage corporellement à travers un processus de naissance pourrait peut-être être très constructif, très réparateur, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas Rassurant. rassurant. Oui. Et je me demandais, comme je pense que c'est un peu tôt dans un cas comme dans l'autre, pour proposer un groupe de thérapie, s'il existerait un protocole allégé en thérapie individuelle, de l'ordre du rêve éveillé ou de choses comme ça, auxquelles tu pourrais penser, en attendant de pouvoir proposer le stage naissance. Euh, D'abord, une des caractéristiques de la naissance, ce qui est quand même un moment assez étonnant, c'est que on sait comme fœtus que quelque chose doit se passer, mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Ça, c'est quand même assez étonnant. Pour ceux qui ont fait le processus de naissance ici, enfin, pour moi en tout cas, c'était un moment très, 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 très précis, ça, où je sentais que quelque chose devait impérativement se passer sans qu'on ait aucune idée de ce qui va se passer. Donc ça, effectivement, ça peut être un modèle aussi, hein, de peut-être raviver dans ce que tu décris, de ces circonstances-là. Donc première chose, donc là, c'est aussi avec tout ce que tu as dit, hein, qu'il y a un avant, un après, que la naissance, c'est le résultat d'un processus qui travaille. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup. La naissance, c'est le moment visible d'un long processus qui travaille. Et qu'une naissance, entraîne d'autres naissances avec elle en général. Quand on est, il y a d'autres choses qui se produisent. Plein de caractéristiques comme ça. Alors, effectivement, le rêve éveillé, ça peut être un bon outil, un bon moyen, soit un rêve éveillé dirigé où tu verbalises les choses, mais ou un rêve éveillé libre, hein, donc tu proposes à la personne de sentir, de voir ce qu'elle voudrait, comment que les choses évoluent, vers quoi elles veulent aller, comment y aller, en laissant juste, en ouvrant le thème, si, voilà, juste être en contact avec comment vous sentez que les choses vont se faire et qu'est-ce qui apparaît. Hein, donc c'est l'inconscient qui travaille à ce moment-là, un inconscient où il y a plein de choses qui agissent, le désir de quelque chose et puis les résistances à ce quelque chose. Et puis, voilà, vers quoi vous voulez aller, comment vous voulez être, qu'est-ce qui se passera après, tu peux aussi faire un rêve éveillé comme comment vous vous voyez dans 6 mois, comment vous vous voyez dans 1 an et demi, comment vous vous voyez dans 3 ans, par exemple.
Donc ça peut aussi être rassurant d'être en contact avec des images comme ça de soi-même dans l'avenir. Mais en effet, tu as raison, le rêve éveillé est une bonne approche parce que c'est très libre, c'est très proche des émergences inconscientes et puis c'est dans un cadre sécurisé. Donc c'est un bon moyen, oui, je suis d'accord. Parce que faire un processus de naissance dans un cabinet, c'est assez compliqué, hein. Il y a des gens qui l'ont fait et qui le font, mais c'est quand même compliqué d'arriver à tout mettre en même temps, hein. C'est assez acrobatique, c'est assez. Mais il y a des gens qui l'ont fait, hein. Mais et même, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui l'a fait tout seul chez elle, une thérapeute très, très comment dire, phobique en quelque sorte, hein, et très à distance de relations, qu'il a fait elle-même chez elle, qui s'est organisé un processus de naissance pour elle toute seule et qui a agi. Donc on peut mettre en place des choses, mais ça n'a pas la puissance, ça n'a pas la force du travail en groupe. Ça rejoint aussi ce que je disais de l'enfant tout à l'heure, hein. On peut mettre en place un scénario, une situation qui reproduit ça. Mais dans le cas d'adultes, je pense que oui, le rêve éveillé, c'est un bon moyen, ouais. Et ce qui est bien avec le rêve éveillé, c'est que tu peux le déployer dans plein de directions, hein. Tu peux faire voir plein de choses, les résistances, les peurs, s'il y a des opérations physiques, où c'est, comment, qu'est-ce qu'elles veulent. Enfin, il y a toute une richesse de mise en scène qui sont accessibles avec le rêve éveillé. Je vais peut-être avoir une petite question, Marc. Oui, J'ai une patiente qui est jumelle. oui, Elle a de très très mauvaises relations avec sa sœur, oui, entre autres problématiques, hein. Et parfois, je me dis que je lui proposerais bien un stage de naissance ou au moins quelque chose d'approchant en séance. oui, Et à chaque fois, en fait, je me demande quid de la sœur jumelle? Est-ce oui. qu'elle a le droit de la supprimer dans l'œuf? Est-ce que c'est bon de la supprimer? Est-ce que c'est bon de la laisser aller à ses envies ou au contraire de lui dire, imaginez que ça aurait pu être autrement avec votre sœur. Enfin, je vois pas trop, tu vois, comment lui proposer de transformer sa relation à sa sœur. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut nommer les effets ou ce qui est attendu ou pourquoi ce serait bien. Je ne suis pas sûr qu'il faut anticiper ça, tu vois. Qu'il faut La laisser faire. projeter quelque chose là-dessus, justement. Il ne faut rien projeter du tout. Et, moi, j'ai fait des stages de naissance plusieurs fois, hein, avec des personnes qui étaient jumelles. Et à un moment, je me suis questionné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on symbolise la présence de cet autre dans la matrice? On la symbolise d'une façon ou d'une autre. Et puis, en fait, c'est compliqué parce que ce qu'aurait pu présenter l'autre personne, c'était quelque chose d'inerte obligatoirement. C'était un coussin ou une forme, quelque chose de pas vivant. Et donc, ça ne va pas du tout. Donc, on a juste, enfin, la première fois, on s'est posé la question, puis après, on a pu poser parce qu'on a vu que ça marchait, en fait. Non, cette personne avait fait un stage de naissance comme quelqu'un d'autre qui n'a pas de jumelles, ni monozygote, ni dizygote, ni vraie, ni fausse. Et c'était très bien, c'était très réparateur parce qu'elle a pu vivre quelque chose pour elle, elle a pu vivre, ça s'est très bien passé. Mais en tout cas, je ne mettrai pas de mots sur ce qui est attendu, tu vois, pour laisser justement l'émergence complète à la nouveauté. Oui. Non, mais je pense que tu as très bien répondu à ma non-question. C'est qu'en fait, oui, il vaut mieux la laisser faire, mais en fait, je pense que j'étais inquiète, tu vois, justement, de peut-être la voir faire quelque chose et de ne pas maîtriser, de ne pas comprendre ce qu'elle fait. Et de me dire peut-être qu'elle est en train de rater quelque chose et que je la laisse faire, je la laisse rater son expérience. Je ne sais pas si tu me suis. Non, pas très bien. Reprécise plus, reprécise plus.
Ben, j'imagine que si je l'avais vu dans son processus de naissance, euh, justement, s'imaginer qu'elle est seule, Oui, sans l'incarner, j'aurais été inquiète d'accord. en me disant, mais comment est-ce qu'elle va faire pour réparer sa relation à sa sœur? Ou bien est-ce que c'est bien qu'elle vive ça toute seule, sachant que la relation avec sa sœur est pas bonne? Enfin, tu vois, j'aurais été inquiète en fait. Et là, il y a plein de possibilités parce qu'il y a des gens comme ça qui sont jumeaux qui, en étant seuls, donc dans leur expérience, encore une fois, de processus, sentent Ouais, la présence de l'autre, ouais, sentent la présence de l'autre, se sentent en lien avec l'autre, ouais, dans la répétition du lien qu'ils ont eu effectivement dans l'utérus avec l'autre. Et ils sentent ça, bien qu'étant seuls, il y a une présence très, très précise. Et très... Alors, ce n'est pas non plus systématique, hein, il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. mm, Souvent, ça arrive quand même assez souvent qu'il y ait ça. Alors voilà, après bon, voilà, ils en font ce qu'ils doivent faire. Est-ce que le réparateur, jusqu'à quel point, comment, tout ça, ça leur appartient. On ne sait pas, il n'y a pas de, il y a ouais, rien de systématique là-dedans. ouais, ouais, ouais. Oui, du coup, c'est compliqué parce qu'en fait, elle était, si j'ai bien compris, elle était en position haute Oui, et, et il y avait urgence qu'elle sorte parce qu'en fait, sa sœur prenait toute la nourriture et éventuellement, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, en tout cas, elle était, elle, en difficulté. donc là, tu vois, le conséquentiel, là, il apparaît facilement, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, elle aura l'espace pour elle, elle sera nourrie normalement, elle vivra la chose normalement. C'est là qu'elle est la réparation, hein. Ouais, C'est là que le conséquentiel apparaît. ouais, d'accord. Ok, super. Je suis tranquille. Et est-ce que je vois, il y a quelqu'un qui part? Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ou est-ce qu'on se dit au revoir? Comment vous sentez les trucs? Bon, ben, on va se dire au revoir alors. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous voir là, de cet échange et puis de ce que vous avez dit, de votre présence. C'était une bonne ambiance, j'ai trouvé. Ça m'a bien plu. Ça donnera envie de le refaire, de le refaire. Bonne soirée à tout le monde et puis un de ces jours peut-être.